Formation en ligne dédiée aux personnes atteintes de diabète, le plus beau cours de ma vie. La quatrième capsule. La quatrième partie, les médicaments antihyperglycémiants oraux, injectables et l'insuline. Cette section dure autour de 18 minutes. Donc, les thèmes qui vont être abordés dans cette section, donc dans un premier temps, nous verrons les différentes classes de médicaments oraux, les effets désirés et indésirables. Ensuite, nous verrons les médicaments injectables, donc les effets désirés et indésirables également. Et finalement, nous aborderons brièvement l'insuline. Les médicaments oraux ou injectables ne causent généralement pas d'hypoglycémie s'ils ne sont pas associés à l'insuline ou à un sécrétagogue de l'insuline, comme la classe des sulfonyluriques, gliburides, diabéta ou glyclazide. Si vous êtes à risque d'hypoglycémie, vous devez absolument regarder la capsule complémentaire qui s'appelle hypoglycémie. Donc, vous allez savoir si vous êtes à risque d'hypoglycémie, vous allez savoir en déterminer les signes, la prévention et le traitement de l'hypoglycémie. La conduite d'un véhicule automobile sera également un thème qui sera abordé dans cette capsule. Avant d'aborder cette section, il faut se rappeler l'importance de prendre la médication telle que prescrite. Ces médicaments sont très efficaces pour abaisser les glycémies et un arrêt brusque pourrait causer des hyperglycémies importantes et même graves, pouvant conduire à l'urgence. Si vous souhaitez arrêter certains médicaments, il faut d'abord en discuter avec votre pharmacien ou votre équipe soignante. La prescription initiale est faite par le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée. Les ajustements du traitement sont généralement faits par l'infirmière clinicienne de l'équipe soignante. Les médicaments d'exception. Certains d'entre vous se questionnent à savoir pourquoi certains médicaments ne vous sont pas prescrits. Votre médecin connaît les règles et les traitements les mieux adaptés à vos besoins et surtout à votre état de santé. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, connu sous l'acronyme l'INES, a comme rôle de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. La plupart des médicaments dans le traitement du diabète sont des médicaments d'exception. Cela signifie qu'ils doivent permettre à l'ensemble de la population d'obtenir la couverture de certains médicaments si ces derniers sont utilisés dans le respect des indications reconnues pour leur paiement par l'INES. Les médicaments avec une indication en vert sont couverts par la RAMQ et ceux avec une indication en bleu sont des médicaments d'exception. Il y a plusieurs classes de médicaments dans le traitement du diabète. Les médicaments mis sur le marché canadien augmentent constamment. Il est donc possible que le médicament que vous prenez ne figure pas sur cette liste. Sachez que votre pharmacien peut vous informer. Vous pouvez identifier le médicament qui vous a été prescrit et aller directement aux informations qui vous concernent. Prenez une attention particulière aux sécrétagogues de l'insuline car ces médicaments peuvent causer des hypoglycémies. Il est donc utile de voir la partie sur l'hypoglycémie. La plupart d'entre vous, le médicament de première intention est le biguanide, qu'on connaît souvent sous le nom de metformine. Donc, c'est le premier choix de tous les médecins et souvent, la deuxième classe prescrite, comme c'est un médicament qui est couvert par la RAMQ, fait partie des sécrétagogues de l'insuline. Normalement, ce sont la classe des sulfonylurés. Ensuite, les médecins vont opter pour un ISGLT2 ou un inhibiteur de la DPP4. Mais à ce moment-ci, je vous dirais que le médecin peut avoir des raisons suffisantes pour, en deuxième intention, passer vers un médicament comme ISGLT2 selon votre condition générale. Votre médecin ou votre infirmière spécialisée tiendra compte de plusieurs critères dans le choix ou l'ajout de médicaments antihyperglycémiants oraux, injectables ou l'insuline. Tout ajout d'un agent antihyperglycémiant additionnel doit tenir compte des besoins propres à chaque personne en priorisant les caractéristiques individuelles comme les effets sur les maladies cardiovasculaires, le risque d'hypoglycémie, l'effet sur le poids, la réduction de l'hémoglobine glyquée et le coût-bénéfice des médicaments. Pour l'ajustement de la médication, l'équipe de soins tiendra compte de la fonction rénale. Le débit de filtration glomérulaire estimé est un test sanguin qui évalue la fonction rénale. Une fonction rénale égale ou supérieure à 90 ml/min indique une excellente fonction rénale. Cependant, une valeur inférieure à 60 ml/min nécessite un ajustement à la baisse de la plupart des médicaments oraux et injectables.
Dr Jean-François Yale, endocrinologue et professeur au département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université McGill, met un tableau à la disposition des professionnels afin de faciliter l'ajustement de la médication. Il ne faut donc pas vous étonner si votre équipe de soins réduit certains médicaments et opte pour un autre choix médicamenteux permettant de contrôler les glycémies tout en préservant votre fonction rénale. Une importante mise à jour des lignes directrices de pratique clinique a été réalisée en octobre 2020. Je vous invite à regarder la vidéo du Dr Claude Garceau, Mise à jour Guideline canadien diabète type 2. Cette vidéo s'adresse aux professionnels de la santé, donc c'est une traduction libre du Dr Claude Garceau qui vient du texte original en anglais. Donc, je vous ai mis au bas de l'écran ces deux documents, un document vidéo et aussi le document original en anglais. Mise à jour des lignes directrices en résumé. L'alimentation et l'activité physique demeurent la base du traitement. La metformine demeure le premier choix si la fonction rénale le permet. Le choix du médicament qui sera ajouté en deuxième intention dépendra du niveau d'hyperglycémie. L'insuline basale au coucher, en ajout à la metformine, sera le traitement de choix si vous présentez des hyperglycémies sévères, comme la présence d'acidocétose diabétique, une perte de poids inexpliquée ou encore des symptômes marqués d'hyperglycémie. Ce traitement peut cependant être temporaire. Le médicament de deuxième intention dépendra de vos préférences que vous discuterez avec l'équipe soignante. Certains médicaments, comme la classe des inhibiteurs de la SGLT2, et les agonistes de la GLP-1 seront souvent choisis en deuxième intention en raison de leur effet protecteur au niveau cardiaque et rénal. Les choix porteront également sur les risques d'hypoglycémie, de leur effet sur le poids, de la baisse de l'hémoglobine glyquée et des coûts-bénéfices de ces médicaments. Si vous prenez des médicaments pour le diabète et des médicaments de protection vasculaire, il est important de savoir comment gérer les journées de maladie comme la COVID-19, la gastro-entérite, une pneumonie bactérienne, une cellulite ou une infection urinaire. Une capsule est entièrement dédiée à ce sujet, comment dois-je gérer les journées de maladie. Maintenant, voici la description des médicaments disponibles sur le marché québécois pour traiter le diabète. Je vous suggère de regarder la description de tous les médicaments sur le marché québécois. Le fait de connaître l'ensemble des médicaments vous permet d'avoir une discussion éclairée avec votre équipe soignante afin de choisir ce qui vous convient le mieux. Par la suite, vous pourrez consulter les médicaments que vous prenez afin d'en connaître davantage sur leurs actions, leurs effets bénéfiques et leurs effets secondaires. Dans un premier temps, nous discuterons des médicaments oraux. Ensuite, nous verrons les médicaments injectables et finalement, nous aborderons brièvement le traitement à l'insuline. Dans la classe des biguanides, il y a la metformine, connue sous les noms commerciaux novometformine ou glucophage. Cette médication diminue la production de glucose par le foie. Elle ne présente aucun risque d'hypoglycémie, elle est neutre sur le poids, elle abaisse l'hémoglobine glyquée de 1% environ, elle est peu dispendieuse et elle est généralement bien tolérée, mais se tolère mieux si elle est prise au milieu du repas. Elle peut se prendre 1, 2 fois ou 3 fois par jour. La plupart des équipes soignantes vont opter pour 2 fois par jour puisque la médication du dîner est souvent omise. Les effets secondaires à discuter avec votre médecin ou votre pharmacien sont les nausées, douleurs abdominales, perte d'appétit ou diarrhée. L'augmentation progressive améliore sa tolérance. La dose quotidienne est normalement de 500 mg matin souper ou 850 matin au souper. Ces médicaments ne doivent pas être pris si vous faites de la fièvre, vous êtes déshydraté, vous présentez de la diarrhée ou des vomissements. Consultez votre pharmacien ou votre équipe de soins. La classe des sulfonylurées fait partie des sécrétagogues de l'insuline. Cette classe de médicaments stimule le pancréas à produire plus d'insuline. Le glyburide, connu sous le nom de euglucon ou diabéta, le glyclaside, connu sous le nom de diamicron, font partie de cette classe. Cette classe de médicaments présente des risques d'hypoglycémie, elle peut causer un gain pondéral, elle abaisse l'hémoglobine glyquée de 2% environ, elle est peu dispendieuse. Comme cette classe de médicaments est à risque d'hypoglycémie, il est important de discuter avec votre équipe de soins si les hypoglycémies sont répétées afin que la médication soit réduite ou encore remplacée par une autre médication non à risque d'hypoglycémie.
La classe des méglétinides fait partie des sécrétagogues de l'insuline. Ces médicaments stimulent le pancréas à produire plus d'insuline. Le répaglinide, connu sous le nom commercial de gluconorme, fait partie de cette classe. Les comprimés se prennent avec les repas car ils ont une action rapide et de courte durée. Il y a donc peu de risque d'hypoglycémie s'ils sont pris avec les repas. Ils peuvent causer un gain pondéral, ils abaissent l'hémoglobine glyquée autour de 2% environ, ils sont plus dispendieux que les sulfonylurées. Nous savons que les incrétines jouent un rôle important dans la régulation du glucose. Cependant, leur action est de courte durée, elles agissent moins d'1 minute car elles sont rapidement détruites par les enzymes de l'intestin appelées DPP4. Les inhibiteurs de la DPP4 empêchent la destruction immédiate des hormones incrétines. L'incrétine humaine agit donc plus longtemps. Les inhibiteurs de la DPP4 agissent lorsque la glycémie s'élève après les repas. Ces médicaments stimulent la sécrétion d'insuline, ce qui contribue à abaisser les glycémies, et ils réduisent la production de glucagon, hormone qui augmente la glycémie. Les médicaments de cette classe sont sitagliptine pour Januvia, saxagliptine pour Onglyza, linagliptine pour Trajenta et allogliptine pour Nesina. Ils sont pris une fois par jour. La dose est ajustée selon la fonction rénale. Dans de rares cas, il peut y avoir des douleurs articulaires. Le saxagliptine Onglyza est non recommandé en présence d'insuffisance cardiaque. Les hypoglycémies sont rares. La médication est neutre sur le poids. Elle abaisse l'hémoglobine glyquée autour de 2%. Elle est plus dispendieuse. La mise à jour des lignes directrices de pratique clinique 2020 indique plutôt une baisse d'hémoglobine glyquée entre 0,7 à 0,9%. Le glucose qui est présent naturellement dans le sang est filtré au niveau du rein et pourrait se retrouver complètement dans l'urine sans l'action d'une pompe, un transporteur de glucose appelé la SGLT2, qui retourne le sucre dans la circulation sanguine. Chez les personnes diabétiques, on a constaté que le transport de glucose effectué par la SGLT2 vers le sang était plus efficace que normalement. Les hyperglycémies peuvent être marquées sans qu'il y ait présence de sucre dans les urines. La classe de médicaments appelés les inhibiteurs de la SGLT2 bloque cette réabsorption de glucose de l'urine vers le sang lorsque la glycémie est élevée. Elle a donc pour effet d'augmenter l'excrétion de glucose dans les urines et abaisse ainsi la glycémie. Les médicaments de cette classe sont canagliflozine pour Invokana, dapagliflozine pour Forxiga, empagliflozine pour Jardiance et ertugliflozine pour Steglatro. Cette classe de médicaments peut causer des mycoses vaginales, des balanites chez l'homme et des infections des voies urinaires. Dans de rares cas, ce type de médicament peut causer une acidocétose diabétique, c'est-à-dire une accumulation d'acide gras libre dans le sang. Appelez votre médecin si vous présentez des signes d'acidocétose diabétique. Les symptômes sont nausées, vomissements, perte d'appétit, douleur abdominale, soif excessive, difficulté à respirer, confusion, fatigue inhabituelle ou somnolence. Cette complication peut survenir lors d'infections, de chirurgie majeure, de jeûne, d'exercice intense ou chez une personne qui se lance dans une diète cétogène. Dans quelles circonstances doit cesser l'inhibiteur de la SGLT2? En plus des journées de maladies comme la COVID-19, la gastroentérite, une pneumonie bactérienne ou une infection urinaire, l'inhibiteur de la SGLT2 doit être cessé en présence d'infections aux pieds, d'ulcères ou de plaies aux pieds et dans les cas d'insuffisance artérielle sévère des membres inférieurs. Vous devez donc en discuter avec votre équipe soignante. Cette classe de médicaments étant très efficace, elle doit souvent être remplacée par un traitement à l'insuline temporairement. Les bénéfices cardiovasculaires des inhibiteurs de la SGLT2. Cette classe a un effet protecteur sur les maladies cardiovasculaires. Elle cause rarement des hypoglycémies. Elle a un effet à la baisse sur le poids. Elle peut réduire l'hémoglobine glyquée de 2 à 3%. Elle est cependant dispendieuse. Ces médicaments sont de pauvres hypoglycémiants en présence d'insuffisance rénale modérée, mais ils sont tout de même conservés au niveau de votre médication car ils demeurent quand même efficaces pour diminuer le risque d'événements cardiovasculaires comme traitement de l'insuffisance cardiaque et comme un traitement pouvant diminuer le risque d'hémodialyse. La médication antihyperglycémiante injectable. Il existe plusieurs compagnies qui produisent cette médication injectable. La médication
son action, l'utilisation du dispositif et son administration dans le tissu sous-cutané doivent être enseignés par votre équipe de soins. Ces dispositifs sont disposables. Les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont des incrétines pharmacologiques qui sont moins vulnérables aux enzymes de l'intestin. Leur durée d'action varie de quelques heures à une semaine selon la médication injectable prescrite. Les médicaments qui font partie de cette classe sont l'iraglutide pour Victoza, il se prend une fois par jour. Exenatide pour Byetta se prend 2 fois par jour. Les autres médicaments se prennent une fois par semaine. Exenatide pour Bydureon, dulaglutide pour Trulicity et semaglutide pour Ozempic. Ces médicaments injectables stimulent la sécrétion d'insuline, ce qui contribue à abaisser les glycémies. Ils réduisent la production de glucagon, qui est l'hormone qui augmente la glycémie. Ils augmentent la satiété, ce qui a pour effet de réduire le poids. Ils réduisent la vidange gastrique, ce qui fait que le glucose arrive moins rapidement dans la circulation sanguine. L'iraglutide, connu sous le nom de Victoza, a démontré une supériorité dans le traitement du diabète de type 2 en présence d'une maladie cardiovasculaire. Les hypoglycémies sont rares sinon associées à des médicaments à risque d'hypoglycémie. Il peut y avoir une perte de poids plus ou moins importante, une baisse de l'hémoglobine glyquée autour de 2 à 3 %. Ces médicaments sont beaucoup plus dispendieux que les autres médicaments anti-hyperglycémiants. Les effets secondaires sont surtout gastro-intestinaux en début de traitement, la dose est donc moindre pendant quelques semaines. Ces effets secondaires disparaissent généralement après quelques semaines de traitement. Consultez les pages 14 et 15 pour les différents médicaments oraux et injectables pour le traitement du diabète dans le guide Enseignement prioritaire pour le patient diabétique, édition 2019. Je vous ai mis le lien au bas de l'écran. Je vous invite à regarder le chapitre 5, le traitement à l'insuline, qui a été tiré du livre Guide pour le traitement du diabète, édition 2013. Il vise à vous expliquer la thérapie à l'insuline et les types de traitements les plus fréquemment utilisés avec leurs avantages et leurs inconvénients afin de vous aider à comprendre le traitement qui vous a été proposé ou de vous guider sur le traitement qui vous convient le mieux. Les outils d'administration de l'insuline sont très variés. Le choix du dispositif est discuté avec l'infirmière de votre équipe de soins et il tient compte de vos préférences. L'enseignement est généralement fait par votre équipe de soins. Les silos-injecteurs sont les outils les plus utilisés. Pour les personnes qui présentent des problèmes de dextérité, il est possible de faire préparer les seringues par le pharmacien. Chaque compagnie possède ses propres dispositifs d'administration de l'insuline. Certains silos-injecteurs sont réutilisables alors que d'autres silos-injecteurs sont pré-remplis et sont jetés une fois qu'ils sont terminés. Certains silos-injecteurs ont des mémoires de dose. Ceux-ci sont très utiles pour les personnes qui ont tendance à oublier s'ils ont donné ou non leur insuline. La réserve d'insuline doit être conservée dans le réfrigérateur. Il est important d'éviter de l'entreposer dans la porte du réfrigérateur puisque la température est variable à cet endroit. Vous devez garder les silos-injecteurs à la température de la pièce, soit entre 15 degrés et 30 degrés Celsius. L'insuline à l'intérieur de ces silos-injecteurs se conserve pendant 28 jours. L'évémir et Tougeo se conservent pendant 42 jours. Au-delà de cette période, vous devez la jeter car elle perd de son efficacité. Ne laissez jamais votre insuline dans votre automobile, surtout en été et en hiver, car elle risque des expositions à des températures extrêmes et devient inutilisable. Les aiguilles sont utilisées une seule fois et doivent être jetées dans un contenant rigide que le pharmacien peut vous fournir. L'injection de l'insuline. Voici un petit rappel des notions qui vous ont été enseignées. Il faut savoir quoi faire en cas d'hypoglycémie. Utilisez une nouvelle aiguille pour chaque injection. Vérifiez le fonctionnement du stylo-injecteur en laissant s'écouler une unité avant de sélectionner la dose à donner. Injectez l'insuline lentement, sans presser et attendre quelques secondes avant de retirer l'aiguille. Variez les sites d'injection. Observez régulièrement vos sites d'injection pour dépister la lipohypertrophie, qui sont de petites bosses causées par des injections répétées dans un même site. Le traitement à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 1. On parle d'insulinothérapie intensive avec une insuline qu'on dit basale et normalement donnée au coucher avec des insulines très rapides à chacun des repas en fonction des repas ingérés et des hyperglycémies ponctuelles. L'utilisation de pompes à insuline avec des lecteurs de glycémie en continu est fortement recommandée puisque l'autogestion en est beaucoup plus facile dans la mesure où la personne est proactive dans son traitement. Il faut avoir une bonne connaissance de l'hypoglycémie et de son traitement. Le traitement à l'insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 2
peut nécessiter une insuline basale en ajout au traitement médicamenteux par voie orale ou injectable. Les médecins vont privilégier les médicaments comme les inhibiteurs de la SGLT2 ou les antagonistes de la GLP1 avant d'avoir recours aux insulines très rapides à l'un ou l'autre des repas. Normalement, l'insuline très rapide est ajoutée à un des repas, celui qui est le plus loin des valeurs cibles, donc ça peut être au déjeuner ou au souper, parfois au dîner. Il peut arriver aussi que le traitement intensif devienne nécessaire. Il faut avoir une bonne connaissance de l'hypoglycémie et de son traitement. Consultez les pages 13 à 21 pour les différentes insulines et leurs actions et les pages 16 à 21 pour la technique d'injection d'insuline dans le guide Enseignement prioritaire pour le patient diabétique, édition 2019. Hypoglycémie. Les thèmes hypoglycémie et la conduite d'un véhicule sont abordés dans cette capsule. Si vous prenez des médicaments à risque d'hypoglycémie ou de l'insuline, vous devez absolument regarder cette capsule. Hypoglycémie sévère et glucagon injectable ou par voie nasale. Si vous avez déjà fait une hypoglycémie sévère, vous devez avoir du glucagon en tout temps en votre possession. Vous devez regarder la capsule hypoglycémie sévère et glucagon injectable ou par voie nasale. Je vous suggère également d'écouter en balado-diffusion la présentation du Dr Claude Garceau. Je vous ai mis l'adresse au bas de l'écran. Le thème hyperglycémie est abordé individuellement dans cette capsule. Le traitement du diabète vise à corriger les hyperglycémies ponctuelles et toute fluctuation glycémique. Plusieurs phénomènes peuvent causer des hyperglycémies. Le stress ponctuel ou un stress qui perdure dans le temps. Un stress physique comme une maladie ou un stress psychologique comme un deuil ou un divorce. L'exercice intense peut également entraîner des hyperglycémies. Certains phénomènes comme l'effet Somogyi, aussi appelé hyperglycémie de rebond, ou le phénomène de l'aube entraînent des hyperglycémies. Il vous faut être en mesure de les reconnaître afin de les prévenir et les traiter. Il est également important de consulter votre équipe lorsque c'est nécessaire, puisqu'il est possible que votre plan de traitement doive être revu. Comment dois-je gérer les journées de maladie? Ce thème fait l'objet d'une capsule puisqu'il est primordial de savoir comment gérer le diabète les journées de maladie comme une gastroentérite, une pneumonie, un virus, le coronavirus, la COVID-19, une cellulite ou une infection urinaire. Quelles sont les urgences hyperglycémiques? Cette capsule traite des hyperglycémies sévères pouvant nécessiter des soins d'urgence. L'acidocétose diabétique et l'état hyperosmolaire sont les deux urgences hyperglycémiques traitées dans cette capsule. Vous pouvez obtenir le bracelet Médicalerte à la ligne 1-800 ou encore prendre des informations auprès de votre pharmacien. La carte portefeuille d'alerte médicale. Vous pouvez également opter pour la carte portefeuille d'alerte médicale « Je suis diabétique ». Cette aide-mémoire vous est utile, mais aussi pour vos proches ou votre entourage. Voyez auprès de votre association dédiée aux soins des personnes diabétiques ou votre pharmacien afin de vous procurer cette carte. Maintenant, nous venons de terminer le thème 4. Vous pouvez passer au thème 5, la prévention et le traitement des complications à long terme du diabète.